Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous cultivez l'amour dans tous les sens du terme, l'amour charnel, l'amour de votre métier et l'amour de la vie que vous racontez dans un livre qui, comme nos contemporains, a l'avenir devant lui. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Alors, on vous connaît comme philosophe. Vous publiez un livre étonnant, Une brève éternité, chez Grasset. On en reparle tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc, j'ai trouvé des dates qui correspondent à votre parcours. Et la première que j'ai trouvée, Pascal Bruckner, c'est le 1er septembre 1975. C'est la publication d'une thèse. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ça me revient. Oui, c'était ma thèse sur Fourier que j'avais faite avec Roland Barthes. C'était une thèse de 3e cycle, comme on disait à l'époque. Et j'avais donc fait cette thèse dans une certaine angoisse, parce que c'est toujours très difficile de passer un doctorat devant des gens érudits. Donc j'étais passé avec Barthes, Kristeva et Gérard Genette, qui à l'époque étaient les pontes de l'université. Et ils ont été parfois assez sévères avec moi, mais Roland Barthes a été le plus généreux et j'ai eu dans les meilleures conditions. Mais j'étais dans mes petits souliers ce jour-là et finalement ça s'est très bien passé. Alors c'était une thèse de doctorat à partir de la pensée de Charles Fourier sur l'émancipation sexuelle. Le corps de chacun est accessible à tous. Pourquoi ce thème au départ, alors que vous allez le reprendre ensuite dans tous vos livres, Pascal Bruckner ? C'est que sans doute ça me travaillait déjà à cette époque-là. C'était les années 70. J'étais très jeune et j'ai pris appui sur Fourier pour essayer de mettre en valeur une idée qui m'est restée chère après. Mais Barthes, qui était quand même très intelligent, m'a dit votre intitulé et votre thèse est quand même un tout petit peu oublieuse de la réalité de l'amour. Or, l'amour n'est pas accessible à tous, l'amour est exclusif. Et c'est vrai qu'il l'avait dit d'une façon très imagée, alors que les deux autres, Kristeva et Genette, prétendaient que je défendais une idée petite bourgeoise de l'amour et que la révolution prolétarienne, une fois achevée, tout cela serait balayé par le vent de la nouveauté. Bon, on sait ce qu'il en est advenu ensuite, mais la remarque de Barthes était vraie, et c'est vrai qu'on ne peut pas uniquement se fonder sur le désir pour avoir une vie amoureuse épanouie, qu'il y a d'autres choses, dont le sentiment, qui rentre en ligne de compte. Alors, il faut savoir que Roland Barthes a écrit à cette époque les fragments d'un discours amoureux, ce qui est un immense succès, et ce livre recevant chaque année à la Saint-Valentin, par centaines. Oui, ça ne m'étonne pas, et donc Alain Finkielkraut et moi voulions écrire le nouveau désordre amoureux. Et Roland Barthes, qui a été notre professeur, a demandé aux éditions du Seuil de retarder la sortie du livre de 6 mois pour qu'il n'y ait pas de confusion et que nous ne lui fassions pas d'ombre. À l'époque, on l'avait pris assez bien, mais aujourd'hui, je trouve que le procédé est un peu étonnant. Mais enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et les deux livres ont très bien marché. C'est vrai que le livre de Barthes est devenu aujourd'hui, en quelque sorte, l'étendard du sentiment amoureux malheureux. Alors, l'amour, vous en avez manqué, Pascal Bruckner, dans vos très jeunes années, avec un père qui était attentif, même plus que ça, aux thèses nazies, et qui vous battait, vous et votre mère. Vous le racontez dans un livre, c'est pas terrible comme enfance. Oui et non, parce que... Oui et non, d'abord parce que je pense que mes parents m'ont aimé, et ma mère m'a passionnément aimé, mais c'est vrai que mon père était violent. Il a surtout battu ma mère plus que moi. Alors je le dis parce qu'aujourd'hui, vous le savez, dans l'actualité, on parle beaucoup de châtiment corporel. En réalité, à l'époque, c'était la règle. C'est-à-dire qu'on se prenait des torgnoles, des coups de ceinture, des coups de martinet. Il n'y avait là rien d'anormal et les enfants qui n'étaient pas battus étaient une exception à l'école. Donc c'est pas tellement ça qui m'a choqué, c'était d'abord la violence naturelle que mon père portait, sa haine des Juifs qui était obsessionnelle. Et puis c'est ma mère qui a été servie de paravent entre lui et moi. Et donc c'est surtout elle qui a été blessée. Moi, j'en ai gardé une sorte de sentiment d'opposition, de résistance à lui. Ce qui m'a sauvé, c'est ce que je dis dans le livre Un bon fils, c'est que je suis tombé malade à l'âge d'1 an et demi de la tuberculose. Et donc j'ai passé toute ma jeunesse en sanatorium, à la montagne, en Autriche et en Suisse. Et finalement, cet éloignement de la famille a été très bénéfique parce que j'ai appris à vivre avec d'autres, en communauté. Vous étiez en Suisse à Lézin, et dans ce même sanatorium, quelques dizaines d'années plus tôt, il y avait quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix. Le menton forgé à coups de marteau.
Ça commence bien. Michel Simon. Ça Michel ressemble Simon déjà s'est aux fait années soigner enfant après la Première Guerre mondiale. Il avait une tuberculose dans ce centre de l'Aisin. Exactement, il y avait lui, il y a eu Albert Camus et il y a eu aussi Barthes. Je l'ai appris après parce que tout ça, je ne le savais pas, je l'ai su que longtemps après. Mais j'ai adoré cette période. Alors évidemment, je n'en suis pas mort puisque la pénicilline a permis de sauver des milliers de vies. Ma grand-mère paternelle était morte de la tuberculose en 1936 à Hauteville, mais j'ai adoré. Être malade dans ces conditions-là, c'est un peu la montagne magique de Thomas Mann, mais avec les rires et les cris d'enfants. Et donc, c'était vraiment une période que, rétrospectivement, je considère comme étant quasiment miraculeuse. Oui, et ensuite, le miracle a continué puisque vous êtes venu à Paris avec des études très sérieuses à Henri IV, ce qui n'était pas évident pour vous au départ, Pascal Bruckner. Ben oui, c'est-à-dire que j'ai été admis, c'est ma mère qui m'avait inscrit là, j'étais admis grâce à mes bonnes notes du collège des jésuites. Et donc, comme je pense que la vie, c'est une série de découvertes, et qu'au fond, si la vie n'est pas scandée par des découvertes ou des émerveillements, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. J'ai découvert, moi, le petit provincial qui habitait à Lyon, j'ai découvert Paris, et je suis arrivé en septembre 67 à Paris, boulevard Saint-Germain, et j'ai découvert la liberté, j'ai découvert la beauté, j'ai découvert le rire, la sensualité. Je me souviens être passé devant les Deux Magots et le Flore, vraiment comme un paysan qui est propulsé dans un autre univers. Et je me suis dit, je veux que ma vie devienne comme ça. C'est ça que je veux vivre. Et c'est ce monde-là que je veux conquérir. Vous saviez à l'époque ce que vous feriez dans votre vie, Pascal Bruckner? Non, pas vraiment. Je savais ce que je ne ferais pas. Je ne voulais pas fonder de famille, je ne voulais pas avoir d'enfants, je ne voulais pas être salarié. Mais bon, je m'orientais vaguement vers l'écriture. Mais enfin, j'étais passionné de littérature et de philosophie, donc j'ai compris que ce serait plutôt dans ce sens-là que je m'orienterais. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 10 novembre 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Bruckner. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pascal Bruckner. Il y a ce livre, Une brève éternité, chez Grasset, dont on va reparler tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres dates, 10 novembre 1997. Ça vous dit quelque chose? Ben écoutez, est-ce que c'est pas le prix Renaudot? Exactement. Ah ben voilà, oui. Ce jour-là, vous avez le prix Renaudot pour les voleurs de beauté. Vous vous souvenez de ce jour? Comment vous avez appris ce prix Renaudot qui est prestigieux? Alors, oui, évidemment, la veille, on était allé voir LA Confidential avec la mère de ma fille, avec qui je vivais à l'époque. Et j'ai passé la matinée dans mes petits souliers, comme vous pouvez vous en douter. Et à 13h, j'étais chez Grasset. On était dans le salon et là, un téléphone a sonné et mon attaché de presse m'a sauté au cou. Donc, j'ai su que j'avais gagné ce prix, d'autant que Patrick Rambaud a eu le Goncourt, qui était lui aussi chez Grasset. Donc, c'était une journée euphorique. Comme ma fille avait à peine 1 an, on est allé acheter chez Bonpoint, je sais que ça fait un peu snob, mais j'assume plein de vêtements pour elle pour fêter cet événement. Et oui, c'est très agréable. Il ne faut vraiment pas cracher sur le succès. C'est un moment où un auteur rencontre la reconnaissance. Et je pense qu'il est dangereux d'avoir un grand prix avant 30 ans. Il est bon de l'avoir avant 50. J'ai l'impression que la décennie 40-50 est une décennie cruciale où on confirme le travail et la réussite à ce moment-là. Oui. Donc évidemment, ça a été une période magnifique. Et vous êtes allé chez Drouan, on vous voit dans les escaliers de Drouan tout sourire, et après avec Patrick Rambaud justement, vous êtes devant les photographes à la terrasse de Drouan, et lui il dit « qu'est-ce qu'on a l'air con ?» et vous rigolez. Oui, ben, je veux bien avoir l'air con comme ça tous les jours, ça ne me dérange pas. Rambaud, c'est un personnage aussi, Patrick Rambaud. C'est-à-dire qu'il ne répond jamais au téléphone, il écrit, il vit sa vie loin de tout le monde. Il est rentré au jury du Goncourt. Vous auriez pu rentrer au jury du Renaudot? Ah ben oui, j'aurais aimé, mais enfin bon, il faut être exclusivement romancier pour rentrer au Goncourt. Mais enfin bon, écoutez, si un jour il me le propose, je ne cracherai pas dessus. Mais Patrick Rambaud, je le connais depuis très longtemps, puisqu'il a été mon voisin rue Montorgueil, à une époque où il avait des difficultés financières et autres. Et c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Il porte un parapluie pratiquement sur lui toute l'année, en prévision d'une averse éventuelle. Je connais très bien sa femme, qui est vietnamienne, et c'est un couple.
C'est vraiment un homme de talent et pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alors, ce roman, Les voleurs de beauté, c'était l'histoire d'un barbe bleue dans le Jura qui s'attaque à la beauté. C'était une idée totalement folle. Comment c'est venu? C'est inédit comme idée. Alors, l'idée m'est venue un jour, j'étais avec un copain en terrasse de café et nous regardions bêtement les passantes qui déambulaient devant nous. Et je me souviens avoir dit, je comprends parfaitement que certains musulmans veulent voiler les femmes parce que c'est la beauté de leur passage peut être insupportable. Et puis, et là, je rajoute, on devrait finalement les enfermer. Et en riant. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Et donc voilà, j'ai élaboré cette idée-là 2 ans avant. Au début, les gens de Grasset étaient sceptiques en disant, mais tu crois pas que c'est quand même un peu forcé? Et puis, voilà, j'ai travaillé le livre. Je suis allé dans le Jura. C'est une région que j'aime beaucoup. Parce que j'ai de la famille qui avait une scierie là-bas. Et donc, bon, petit à petit, je suis rentré dans l'histoire. Et voilà, le livre a beaucoup touché, a été traduit dans une vingtaine de pays. Et récemment en anglais. Oui, et ce livre, c'est l'un de ceux que vous avez écrit sur l'évolution des mœurs, sur la sexualité. C'est vrai que vous êtes arrivé en 67 à Paris et que vous avez donc vécu l'évolution des mœurs depuis 68, Pascal Bruckner. Oui, c'est-à-dire que bon, la France, au milieu des années 60, c'est la France gaulienne et catholique. Donc les mœurs se sont corsetées, mais les tabous sont en train de tomber. En fait, les tabous étaient morts bien avant 68. Mais on ne le savait pas. Officiellement, il fallait que les femmes arrivent vierges au mariage, l'homosexualité était tabou, elle ne sera en quelque sorte dépénalisée qu'avec François Mitterrand, et tout se passe sous la surface. Le mariage est encore un mariage essentiellement religieux, et puis mai 68 arrive, c'est la fameuse phrase de Missoff, le ministre de l'Éducation, qui interdit aux garçons d'aller dans les chambres des filles à l'université de Nanterre et qui leur dit, si ça vous travaille, vous avez qu'à plonger dans une piscine. Et donc la France va plonger dans un bain de jouvence et de volupté, puisque mai 68, avant d'être une révolution politique, ce qu'on peut contester aujourd'hui, c'est une révolution de l'individu. Donc explosion du féminisme, explosion des mouvements de libération d'homosexualité, de toutes les minorités, et surtout libération des mœurs. Et comme il n'y avait pas le sida à l'époque, comme il y avait une prospérité économique, comme il n'y avait pas le chômage, comme les temps étaient infiniment plus optimistes qu'ils ne le sont aujourd'hui, c'est vrai qu'en mai 68, en attendant le grand soir, on passait des longues nuits les uns avec les autres, et c'était très sympathique. Et voilà, il y avait un optimisme et une euphorie qui ont complètement disparu aujourd'hui, hélas. Oui, et il y avait aussi une forme d'humour. Il y a une phrase méconnue de 1968, un père qui dit « S'il faut faire la révolution, on va descendre dans la rue », et sa femme lui répond « En attendant, descends la poubelle ». Ah, je connaissais pas, oui, bah oui, c'était le début. Alors, c'était le début, oui. La libération des femmes, l'égalité entre hommes et femmes, on en parle beaucoup aujourd'hui. Finalement, Pascal Bruckner, vous avez été un précurseur en évoquant le sujet. Précurseur, non, j'étais un suiveur, non. C'est-à-dire que ce qui m'est très vite apparu, c'est que mai 68 tentait d'emprisonner la révolution des mœurs dans des mots d'ordre politique. C'était le fameux slogan « Plus je fais l'amour, plus je fais la révolution », ce qui était un tout petit peu bêta-sous. Et l'idée que finalement les corps devaient se plier à une discipline du désir et de l'orgasme dans la doctrine du célèbre Wilhelm Reich, c'était donc ce médecin psychanalyste allemand, communiste, qui avait prôné la fonction de l'orgasme et de la révolution sexuelle. Et ce qu'avec Alain Finkielkraut, nous avons revendiqué dans le Nouveau désordre amoureux, et ensuite dans beaucoup de mes livres, c'est l'idée qu'au fond, le sentiment n'est pas susceptible de progrès, et que à la fois la tragédie et les beautés de l'amour ne peuvent pas être résumées à des slogans. Et donc on peut libérer les corps, on peut effectivement libérer l'accession de tous au plaisir, encore que même cela doit être peut-être discuté, car sur ce plan, la révolution dite sexuelle n'a pas du tout rempli ses promesses, les exclus sont toujours aussi nombreux qu'avant, mais en tout cas, le sentiment amoureux, lui, a une sorte d'éternité sur laquelle on ne peut pas véritablement entreprendre de réformes.
Oui, en même temps, les libérations des femmes et l'égalité, est-ce que vous pensiez à l'époque qu'on en parlerait autant aujourd'hui et que ça arriverait, Pascal Bruckner? Non, pas du tout, parce qu'on a cru de façon un peu vaniteuse qu'on avait fait le principal, que voilà, c'était le grand pas en avant, et qu'après cela, on se contenterait de gérer les conséquences. En réalité, pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo, avec Balance ton porc, c'est un autre aspect du féminisme, peut-être pas le plus sympathique, mais en tout cas, il existe. Et dans la lignée des États-Unis, il me semble que nous nous dirigeons tout doucement, en France et en Europe, vers une confrontation entre les sexes plus que vers une réconciliation qui avait été souhaitée notamment par Simone de Beauvoir. Et quand vous parlez de vos romans, Pascal Bruckner, vous dites parfois qu'ils vous ont sauvé la vie. Oui, beaucoup de choses m'ont sauvé la vie. En réalité, chaque matin, la question du salut se pose. Vais-je sauver ou non ma journée, ou vais-je au contraire passer un jour néfaste? Mais oui, les romans sont une manière, peut-être plus encore que les essais, sont une manière de mettre en scène vos propres tourments, vos propres obsessions, et de leur donner une direction, et donc par conséquent de ne pas les subir. Le fait de les raconter, les fait exister, et en même temps vous soulage de leur pression, lorsque précisément vous n'êtes pas capable de mettre un mot sur ce qui vous terrifie. Alors, il y a les romans et puis il y a l'enseignant. Vous avez travaillé à Sciences Po, dans les universités américaines. D'où est venu cet amour de l'enseignement et de la philosophie, Pascal Bruckner? Alors, je crois que c'est les deux. J'aime à égalité la littérature et la philosophie. Et j'aime raconter des histoires, j'aime en lire. Je lis tous les jours des romans, mais aussi des livres de philosophie. Mais en même temps, j'aime penser mon temps, ou essayer en tout cas de le penser. Et donc, je n'ai pas voulu renoncer. Et je crois être l'un des rares, peut-être le seul, mais en tout cas l'un des rares, à faire de la philosophie et de la littérature en France, alors que c'était auparavant une tradition très française. Au XVIIIe siècle, les philosophes étaient aussi des romanciers, des critiques d'art, des théâtreux, et puis les deux grands ancêtres qui ont perpétué cette tradition, c'est Sartre et Camus. Même si Camus, à mon sens, est un plus grand romancier que Sartre, Sartre a écrit quand même quelques très beaux romans qu'on aurait tort de négliger. Et ça s'est perdu dans les années 60-70, parce qu'il y a eu une spécialisation. Au moment où on parle de transgresser les genres, ces deux genres-là ont toujours leurs frontières. Mais bon, pour l'instant, oui, je suis très content d'avoir fait les deux. Et sans attache, parce que, à l'inverse de beaucoup d'autres, vous n'avez jamais voulu un contrat à durée indéterminée, Pascal Bruckner. Dans une entreprise? Oui. Oui, c'est-à-dire que... Même à l'université. J'aurais pas craché dessus, je dois vous dire, mais on me l'a pas proposé. Peut-être parce que c'était la nature du travail demandé. Mais c'est vrai que j'ai commencé l'enseignement très tard, et j'ai commencé aux États-Unis précisément pour partir. Je voulais que l'enseignement soit l'occasion aussi d'un nouveau départ sur une terre étrangère. Et je me suis retrouvé en Californie, dans un monde que je connaissais mal, dont je ne maîtrisais pas les codes. Ça a été très dur au début, et puis petit après, ça a été au contraire très revigorant. Et maintenant, je vais aux États-Unis chaque année, même si mon image de l'Amérique change évidemment avec son histoire. Mais effectivement, je n'ai jamais voulu être embauché dans un bureau. Et là, les rares fois où on m'a proposé un travail avec salaire, je suis reparti avant même de rentrer. Et vous restez un homme libre. Et puis, il y a des choses qui vous énervent. Bon, l'actualité, vous en parlez beaucoup. L'actualité internationale, vous l'observez. Mais il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, et je crois que vous n'êtes pas le seul, Pascal Bruckner, c'est l'écriture inclusive. Oui, l'écriture inclusive. Le dernier exemple d'écriture inclusive que j'ai vu, je dois dire, ça m'a fait hurler de rire, c'est avortement pour tous, .TES et toutes. Alors, je veux bien qu'on demande l'avortement pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Alors, j'ai dû rater une étape dans l'évolution médicale, mais pour l'instant, nous les hommes n'avons pas besoin de nous faire avorter. Si par hasard nous sommes enceints, alors là, c'est une nouvelle. Oui, je pense que c'est une nouvelle sottise. On est dans Molière, hein, c'est les trissotins, c'est les précieux et les précieuses ridicules. Mais cette manie de tout mettre. Mais c'est de tout mettre au masculin et au féminin qui est très visible dans la parole présidentielle. Maintenant, c'est celles et ceux. Et tout le monde à La République En Marche fait du celles et ceux chaque matin. Bon, bien sûr que
que les hommes et les femmes doivent être mis sur un pied d'égalité, mais pas au point d'atteindre le grotesque de certains textes en écriture inclusive qui sont littéralement illisibles pour toute personne qui n'a pas un dictionnaire et un microscope à sa portée pour lire. C'est illisible, ces textes. Oui, et surtout qu'à mon avis, que vous n'avez pas fini d'en voir, et encore plus quand on s'en réfère à la sortie du livre dont on va parler dans quelques instants, et qui est sorti le 11 septembre dernier. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Bruckner. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pascal Bruckner. Le 11 septembre dernier est sorti un livre, Philosophie de la longévité, une brève éternité chez Grasset. Et là, c'est vraiment un phénomène nouveau, parce que je crois que c'est la première fois qu'un philosophe évoque le temps qui passe et qui s'allonge. Le temps qui passe, le temps qui s'allonge, puisque nous avons gagné entre 20 et 30 ans de vie depuis 1900, peut-être même plus, selon les individus, et c'est le temps qui reste. Et donc, on a toujours dit que la vie était brève, mais on s'aperçoit qu'elle est aussi très longue. Quand on vit 80, 90 ans, voire 100 ans, il y aura, je crois, 200 000 centenaires en France en 2060, ce qui va entraîner une réorganisation complète de la société. Que faire ? Quel bon usage faire du temps qui reste, sachant qu'à 50 ans aujourd'hui, nous allons vivre la totalité de la vie d'un homme ou d'une femme du XVIIe siècle, ce qui est quand même vertigineux. Et là, il faut d'abord rendre hommage à la modernité, à la science, à la médecine, qui nous permettent quand même d'aller bien au-delà des limites que la nature nous imposait il y a quelques siècles. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui, Pascal Bruckner ? Alors, ça fait longtemps que j'y pense, et ça fait 7 ans que j'y pense. Il y a 7 ans, j'en avais parlé avec un ami qui me dit « Non, ne publie pas ça, t'auras l'air d'un vieux ». Et c'était drôle, puisque c'était précisément le sujet du livre. Et je dis oui, et alors 7 ans plus tard, j'ai maintenant 70, je me dis c'est pas grave, je peux vendre la mèche et m'avouer comme tel. Mais pourquoi l'écrire ? Parce que quelque chose a changé, justement dans la condition de ce qu'on appelle les seniors, qui est un mot latin avant d'être un mot anglais que les Américains nous ont vendu à tort. Pourquoi qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est justement que la vie ne s'arrête pas. C'est-à-dire que j'ai très bien vu mes parents rentrer petit à petit dans le costume de la vieillesse à partir de 50 ans et amoindrir leurs ambitions et s'accoutumer à l'idée qu'ils allaient être peut-être un jour grands-parents et qu'ils ne travailleraient plus, que leurs déplacements seraient limités et qu'au fond, l'automne était venu pour eux. Aujourd'hui, un homme ou une femme de 50 ans, ce sont des ados. Et d'ailleurs, c'est ça ce que j'appelle l'été indien de la vie, c'est-à-dire cette période entre la maturité et la vieillesse. C'est une post-adolescence qui, évidemment, ne va pas ouvrir sur une vie nouvelle, mais une post-adolescence qui dure 30 ou 40 ans, avouez que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être pris en considération. Oui, ce que vous appelez l'été indien que tout le monde connaît grâce à une chanson. On ira où tu voudras, quand tu voudras. La chanson de Jodassin. Vous savez qu'au départ, il ne voulait pas l'enregistrer parce qu'il disait un tableau de Marie Laurencin, ça intéressera personne. Et Pierre Delano et Claude Demel ont dû beaucoup insister et ça a été son plus gros succès. Ah bah oui, c'est magnifique. Et pour vous, l'été indien, ça vous a inspiré justement votre formule, votre idée de développer la vie, l'été indien de la vie, Pascal Bruckner ? Alors c'est pas la chanson de Jodassin, mais non, ce qui m'a paru évident, c'est quand j'ai eu 60 ans, j'ai pensé que ma vie était finie. Je me suis dit, ça y est, le rideau est tombé, là, je baisse les pouces, et donc le temps a gagné. Et puis, je me suis rendu compte que c'était absolument faux, que rien n'avait changé fondamentalement. Alors c'est vrai qu'après 60 ans, comme dit le proverbe, quand vous vous levez le matin, si vous n'avez pas mal quelque part, c'est que vous êtes mort. Alors sur ce plan-là, je suis très vivant. On a tous les articulations qui grincent, des problèmes quelque part. Vous savez, Woody Allen disait dans une interview très drôle hier, avant j'avais un médecin généraliste, maintenant j'ai un médecin pour toutes les parties de mon corps, les pieds, les coudes, les mains, les bras, les reins, les poumons, c'est exact. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que, sauf si on a une pathologie gravissime, évidemment, c'est que la médecine nous répare comme on va chez le garagiste pour notre voiture. C'est-à-dire petit à petit, on vous remet une valve, on vous raccorde ceci ou cela, et puis vous sortez de là. Il y a 50 ans, on serait mort. On serait mort tout simplement. Aujourd'hui,
on ressent la joie absurde d'être vivant à un âge où nos ancêtres avaient déjà un pied dans la tombe. Eh bien, moi, je trouve qu'il faut célébrer chaque matin cette joie et remercier la Providence d'être encore sur le pont, prêt à affronter toutes les tempêtes et tous les plaisirs de la vie. Et à travailler loin de la retraite. Et vous expliquez dans ce livre, Pascal Bruckner, que l'inventeur de la retraite à 65 ans, c'est Bismarck, parce que tout le monde mourait et il n'y avait rien à payer. Oui, c'est ça, voilà. Alors, un jour, pour venir à bout des sociodémocrates allemands qui étaient déjà ses ennemis, puisque lui était un conservateur, il demande à un de ses conseillers financiers « Quand pourrais-je financer une retraite sans que ça me coûte un pfennig ou un mark ?» Je ne sais pas quelle était la monnaie à l'époque. Son conseiller lui a dit « Donner la retraite à 65 ans, c'est l'âge exact où tous les fonctionnaires du gouvernement prussien passent l'arme à gauche. » Et donc, c'est ce qu'a fait Bismarck. Sauf qu'aujourd'hui, ce système de retraite qui est très généreux n'est plus du tout rentable pour l'État. Au contraire, c'est un gouffre puisque nous vivons beaucoup plus longtemps. Et sans compter aussi que la retraite présente un double inconvénient à mes yeux, c'est qu'elle consacre le vieillissement qu'elle est censée soulager. C'est-à-dire, effectivement, vous arrêtez de travailler du jour au lendemain, vous ne savez plus quoi faire de vos journées, vous vous abrutissez devant la télévision, devant les jeux, les divertissements. En général, vous supportez très mal votre conjoint qui avait l'habitude de ne pas vous voir toute une partie de la journée et à qui ça faisait le plus grand bien. Et puis, vous tombez malade. On sait très bien qu'il y a une pathologie des retraités lorsqu'ils restent inoccupés. Et donc, je trouve absurde, je trouve même dégradant de mettre au rebut des hommes et des femmes parfaitement sains de corps et d'esprit et qui étaient très compétents dans leur discipline. Alors, on peut aménager le travail après 60-65 ans. On peut imaginer des tas de formules, on peut alléger les horaires, on peut imaginer des années sabbatiques, mais de grâce, ne débranchons pas les êtres humains, car nous n'existons que dans l'effort, que dans le travail. Le travail, c'est pas simplement la contrainte, c'est aussi le lien avec les autres. C'est un projet que l'on partage dans son bureau, dans son entreprise, et donc c'est à la fois isoler les gens et les soumettre à la double peine et du vieillissement et de la réduction de leur salaire. Donc je trouve que c'est beaucoup pour une mesure qui est censée émanciper l'être humain. Oui, il y avait Roger Coudert, homme de télévision célèbre pour ses commentaires, qui a voulu prendre sa retraite. 2 ans plus tard, il nous a quittés. Et à cause de sa retraite, parce que plus personne ne l'appelait. Oui, c'est ça. Voilà, vous savez, les médecins ont inventé une notion que je trouve très, très juste, c'est l'état de mort sociale. C'est-à-dire, c'est l'état de ces femmes ou de ces hommes qui ont dépassé un certain âge, en général 70 ans, et qui ne voient plus personne, hormis de temps en temps le facteur, une infirmière qui vient leur prodiguer des soins, qui n'ont plus de famille, pas de vie amoureuse ou affective. Et l'état de mort sociale est en fait une mort avant la mort, qui évidemment anticipe et précipite le décès. Donc, le premier secret d'une longévité heureuse, c'est évidemment l'activité laborieuse, sans quoi nous devenons périmés, comme le disait déjà Simone de Beauvoir dans les années 70 du XXe siècle. Oui, et vous citez un film qui est de 1993, je crois, Pascal Bruckner, qui s'appelle Un jour sans fin. Un jour sans fin, c'est pas ce que nous vivons. C'est un journaliste qui se retrouve dans une ville perdue et qui se retrouve, mais le temps ne passe plus. Voilà, c'est un film absolument merveilleux. C'est le jour de célébration de la marmotte dans un bled paumé du Nebraska. Et un journaliste qui a une carrière vraiment vacillante à la télévision part avec Andy McDowell faire ce jour de célébration de la marmotte. Il est odieux avec elle, il est odieux avec tout le monde. Et évidemment, il trouve que ces paysans, ces rednecks du Nebraska sont évidemment une sous-humanité. Et puis, il tourne toute la journée, il doit partir le lendemain, et le lendemain, son réveil sonne à 6 heures et c'est la même journée qui recommence. Et la même journée recommence indéfiniment. Et alors, il essaie de se suicider, mais pas de chance, ça ne marche pas. Il renaît le surlendemain. Et la fable du film, et ça c'est très fort et c'est amené avec beaucoup de douceur et de subtilité, c'est que la seule chose qui nous permet de triompher du temps, c'est l'amour. C'est l'amour des autres et c'est l'intérêt pour son travail. Et évidemment, ce qui se passe, il tombe amoureux d'Andy McDowell et un jour, le réveil ne sonne plus. Il peut reprendre, la neige cesse de tomber et il peut reprendre la route et repartir vers
version labeur je crois qu'il travaille à New York. Oui, c'est Bill Murray qui C'est interprète. Bill Murray qui était Oui, extraordinaire. et il devait être remplacé au départ par un comédien célèbre qui a refusé le rôle, qui était Sean Connery, le premier James Bond. Il a eu raison. Je pense que Sean Connery a eu raison parce que son image de James Bond boy n'aurait pas du tout correspondu à l'image de l'homme désabusé et dépressif qu'est Bill Murray. Voilà. On voit que vous avez raison en constatant que Edgar Morin à 98 ans continue à travailler, que le Kirk Douglas a 102 ans et que la mère de Catherine Deneuve a 108 ans. Ce sont des phénomènes qui sont de moins en moins exceptionnels. Oui, voilà. C'est-à-dire que voilà, ce sont des gens, quand on est déprimé, on regarde au-dessus de soi. En général, quand on est jeune et qu'on regarde les générations au-dessus, on se dit, mon Dieu, faites que jamais je ne devienne comme eux. Et puis, passé un certain moment, on se dit, faites que je puisse rester aussi frais, dispo, intelligent et aimable que ces gens-là. Vous savez, il y a Martial Solal qui a donné son dernier concert cette année à 90 ans. Il y a Martha Argerich, la grande pianiste argentine, qui continue à donner des concerts. Marcel Amont, 90 ans, il est toujours sur scène. Voilà, il y a eu Charles Aznavour avant qu'il ne 94 s'en aille. ans. Voilà, le monde des arts, dont on dit qu'il est un monde privilégié, c'est aussi un monde qui nous offre des raisons de vivre au-delà des limites admises par la société. Parce qu'il y a deux types de privilèges. Il y a des privilèges qui excluent, ce sont les privilèges des gens très riches, que nous n'atteindrons jamais, mais il y a aussi des privilèges qui nous invitent. Et il me semble que les artistes nous disent, vous voyez, même à 90 ou 100 ans, on peut encore avoir une vie de l'esprit, une vie de l'intelligence, une vie culturelle, une vie affective qui n'est pas une sous-vie, mais qui est au contraire une vie pleinement réalisée. Et votre vie, vous la réalisez pleinement. Et ce livre, vous l'avez pleinement réalisé et pleinement écrit. Une brève éternité, philosophie de la longévité chez Grasset. Merci et continuez, Pascal Bruckner. Merci à vous. On se retrouve pendant des années au micro de Sud Radio. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain à 13h20 pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.